pour ceux qui ne savent pas parmi vous, lire des sciences sociales est une formule originale, un peu limitée mais de loin, qui permet de débattre de livres dans le domaine large des sciences sociales. Et effectivement, notre cœur de métier, comme on dit, c'est la sociologie. Mais nous allons jusqu'à l'économie, surtout lorsque, de ce côté-là, nous sentons une attitude bienveillante et même plus. Voilà. On a parlé dans le passé, on a eu des présentations, je crois, si mes souvenirs sont bons, de textes de Weber, sociologie économique, etc. Enfin bon, mais évidemment, on n'arrive pas à suivre l'actualité des publications. Voilà. Concernant André Orléans, j'ai cru comprendre que... Alors c'est un auteur qu'on ne présente pas, mais quand même un mot. J'ai cru comprendre que son chemin avait croisé l'économie et les conventions, mais on ne peut pas l'enfermer non plus, je crois, dans cette école. Le livre présent atteste justement d'une ouverture considérable à différents courants de l'économie, évidemment. On reviendra là-dessus, une vision très critique de l'économie néoclassique, on peut dire. Et enfin, une ouverture aux sciences sociales. Alors, un des objets du débat, peut-être qu'on pourra voir ensuite, c'est comment envisager ce débat autrement que sous forme académique, sous forme de vœux pieux, comment on peut le mener, mais je pense qu'il y aura matière à débat à partir de la présentation qui sera faite par Stéphane Dorin. L'auteur, évidemment, sera invité à réagir à ce qui aura été dit et à répondre aux questions de l'assistance. Merci. Alors, quelques mots de présentation quand même de l'auteur avant de revenir à l'ouvrage. Je rappellerai juste qu'André Orléans est diplômé de Polytechnique, ancien administrateur de l'INSEE. Il est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Et c'est l'un des fondateurs de l'économie des conventions, avec un groupe d'économistes français, Robert Sallet, Jean-Pierre Dupuis, François-Aimard Duvernay, Olivier Favreau et bien entendu Laurent Thévenot. Il est entre autres l'auteur de La monnaie souveraine, avec Michel Aglietta en 1998, du pouvoir de la finance en 1999, d'un ouvrage collectif aussi important sur l'analyse économique des conventions. On trouve aussi des sociologues dans l'ouvrage, et de l'euphorie à la panique, Penser la crise financière, publié en 2009. Je rappellerai aussi qu'André Orléans milite depuis plusieurs décennies pour le rapprochement entre économie et sociologie. Il est membre du GDR Économie et Sociologie du CNRS, président de l'Association française d'économie politique, et il est également membre du collectif des économistes atterrés, avec entre autres Philippe Askenazi et Frédéric Lordon de notre laboratoire. Et il a notamment pris position contre la signature du pacte budgétaire européen. Alors, L'Empire de la valeur, dont le sous-titre est Refonder l'économie, c'est un ouvrage qui est apparu en 2011. C'est un des, il faut le dire tout de suite, c'est un des livres majeurs d'après la crise financière. Il a été, alors c'est pas seulement mon jugement de valeur, c'est un livre qui a été amplement commenté et débattu au sein de la communauté des économistes, des sociologues de l'économie et du grand public. André Orléans a obtenu le prix Paul Ricoeur en 2012 pour cet ouvrage. Et les thèses qui y sont développées ont été discutées dans plusieurs revues d'économie et de sciences sociales, notamment dans le cadre d'un dossier spécial au sein de la Revue européenne des sciences sociales en 2012. On trouve un article de Philippe Steiner, sociologue, de Marc Hunyadi, un philosophe, et de Richard Arena, un économiste. Et enfin, l'ouvrage vient tout juste d'être traduit en anglais, si je ne me trompe pas, oui, aux éditions du MIT.
Il est donc intéressant aujourd'hui, presque 3 ans après sa parution, d'intégrer, ce que je vais essayer de faire, dans sa présentation et sa discussion, des remarques et des observations sur la réception des thèses d'André Orléans, notamment sur la notion de valeur en économie, et la nécessité de refonder la science économique en s'appuyant sur l'ensemble des sciences sociales et la sociologie en particulier. Autrement dit, esquisser une sociologie de la pensée économique et de l'effet qu'a pu provoquer une tentative de proposer un nouveau paradigme. Je dis esquisser, car ce ne peut être l'ambition de cette présentation et de cette discussion, d'autant plus que sa réception dans le monde anglo-saxon ne fait que commencer, et on ne peut que souhaiter qu'il bénéficie du même accueil incroyable qu'a eu Thomas Piketty, qui, avec une perspective assez différente, prône également le rapprochement avec la sociologie, mais en fait, dans l'écrit et dans la pensée, ne la mobilise pas avec autant de profondeur et d'engagement qu'André Orléans, dans ce livre et dans l'ensemble de son œuvre. Je dirais au plus sur une touche personnelle qu'en tant qu'agrégé de sciences économiques et sociales, les travaux d'André Orléans ont accompagné absolument tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, et notamment sur cette nécessité de rapprocher économie et sociologie, à laquelle je suis aussi très sensible. Alors, pour commencer, je dirais que la publication de l'Empire de la valeur est le fruit de la rencontre de 2 trajectoires. La première concerne les conséquences épistémologiques et pratiques de la crise financière de 2007-2008. L'ouvrage entend présenter ainsi les nécessaires transformations que doivent subir les théories économiques dans leur ensemble, et pas seulement celles qui rendent compte du fonctionnement des marchés financiers, qui ont été très gravement prises en défaut à l'occasion de cette crise. La seconde trajectoire, c'est celle d'André Orléans lui-même et de son projet, initié il y a plus de 3 décennies, de développer une vision critique de la théorie économique dominante, pour aller vite la théorie néoclassique, et d'y substituer une analyse économique des conventions qui régissent les comportements des acteurs, agissant en situation d'incertitude, et disposant d'une rationalité limitée telle que l'avait définie Herbert Simon. Le livre, selon les mots d'André Orléans lui-même, part du constat que les difficultés rencontrées par la théorie économique ne doivent rien aux circonstances, mais sont la conséquence d'une conception d'ensemble défaillante. Il milite en conséquence pour une refondation de l'économie. On voit tout de suite l'ampleur du projet intellectuel, alors qu'il repose sur un constat, c'est que la crise financière n'a non seulement pas pu être évitée, mais elle n'a pas non plus été anticipée par les économistes, quasiment inconscients de la possibilité d'une crise d'une telle ampleur. Elle a mis au jour ainsi de manière crue un écart abyssal entre la puissance de leur théorisation et la réalité. Écart qui ne peut manquer de produire, selon André Orléans, qui diagnostique une crise de légitimité de la discipline. Disons tout de suite que les économistes dont parle l'auteur sont plutôt ceux qui s'en tiennent à la version standard de la théorie néoclassique et se sont appuyés sur sa théorisation, de plus en plus poussée ces dernières décennies sur le plan mathématique et technique, pour élaborer à la fois des outils, notamment sur les marchés financiers, un tas de produits financiers divers et variés, et des préconisations politiques qui, malgré leur défaillance empirique, continuent de dominer à la fois le champ de la science économique et celui des institutions internationales, comme le FMI ou les banques centrales. Toutefois, il faut dire que les voix hétérodoxes, comme celle d'André Orléans, rencontrent aujourd'hui plus d'écho à l'occasion de cette crise. Le livre peut se comprendre alors dans le cadre des débats qui structurent la science économique, comme s'opposant à ceux qui, je citais Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, prétendent conserver le paradigme standard, mais en le modifiant à la marge, afin d'inclure les possibilités de défaillance des marchés, pour le résumer rapidement. L'idée étant de ne pas perdre le bébé avec l'eau du bain. Le constat dressé par
André Orléans est beaucoup plus sévère. La théorie néoclassique doit être repensée dans son ensemble et refondée, car ce sont ses fondations mêmes qui ont tremblé, dans la mesure où ce sont dans une certaine mesure les outils et les comportements élaborés sous les auspices de la discipline qui ont provoqué la crise elle-même, celle-ci n'étant au fond que le révélateur de la faiblesse théorique et épistémologique de la théorie. Autrement dit, la financiarisation de l'économie, puisque c'est ce dont il s'agit, a engendré la crise et est en même temps le produit de l'évolution de la discipline, qui prétendait y trouver les ressorts d'une rationalisation et d'une efficacité accrue pour le bien-être général. La crise économique est donc la crise de l'économie elle-même. C'est pourquoi, dans cet ouvrage, André Orléans synthétise l'ensemble de ses travaux en dialogue constant avec la sociologie, à travers notamment Simmel, Durkheim ou François Simian, dans un effort de synthèse théorique impressionnant et en portant le fer au cœur de la théorie économique, en remettant en question la notion de valeur et en discutant de manière approfondie la place de la monnaie. Alors, dans ce compte-rendu d'une pensée, vous avez bien compris qu'elle est extrêmement approfondie et repose sur une connaissance très fine des mécanismes de l'économie et des marchés financiers. Je distinguerai 3 temps. Dans un premier temps, j'examinerai comment André Orléans propose de passer d'une économie des grandeurs à une économie des relations. Alors, je suis plus ou moins le plan de l'ouvrage. André Orléans commence par se livrer par une critique de l'économie, en intégrant dans son analyse ce qui a largement été laissé de côté par la modélisation, à savoir la notion de valeur. Selon l'auteur, tant les théories classiques, alors Smith, Ricardo, jusqu'à Marx, que les théories néoclassiques, je rappellerai donc rapidement, elles ont été formées à la fin du XIXe siècle avec la révolution marginaliste sous les auspices de Stanley Jevons, Alfred Marshall et Léon Walras, qui est auteur de la théorie de l'équilibre général des marchés, sur lequel on reviendra plus loin. Et elle a été redéployée à partir des années 30, notamment par John Hicks, en intégrant diverses choses, notamment certaines conceptions keynésiennes, jusqu'à devenir aujourd'hui le cœur de l'économie orthodoxe, ce qu'on appelle aussi la théorie standard. Et aussi bien donc les théories classiques que les théories néoclassiques reposent sur une conception erronée de la valeur. L'erreur commune à ces deux écoles est de considérer la valeur comme une substance existant pour soi, et que l'échange n'a pour but que de révéler en fonction des préférences individuelles. Autrement dit, d'une manière plus simple, un bien dispose d'une valeur objective. Tandis que les pères fondateurs de la discipline, donc les classiques, indexent la valeur d'un bien sur la quantité de travail incorporée par le produit, ou son degré de complexité max, les néoclassiques la font porter sur la propension du bien à remplir une fonction d'utilité pour le consommateur. On a donc d'un côté le travail, de l'autre l'utilité, qui fondent la valeur d'un bien. Or, ces deux approches ont en commun de faire reposer la valeur dans la chose elle-même. Il s'agit donc de deux versions d'une même approche, qualifiée de substantialiste de la valeur, qui conduit à, d'une certaine manière, naturaliser les faits économiques. L'économie en tant que science devient alors une science des grandeurs, qui sont susceptibles d'être mesurées objectivement. André Orléans montre alors, dans une démonstration particulièrement convaincante, que cette hypothèse objectiviste et substantialiste, jamais remise en cause, conduit à faire du troc l'archétype de l'échange marchand. Ce qui est échangé sur le marché, ce sont en réalité des utilités, ou des quantités de travail éventuellement pour les classiques. Et la monnaie n'a pour fonction que de faciliter les échanges en fournissant un équivalent général des grandeurs. La monnaie est ainsi transparente, neutre,
car elle n'altère pas le rapport d'échange. André Orléans continue en montrant que le modèle de l'équilibre général de Walras, qui est une pièce maîtresse de la théorie standard de l'échange, repose sur une objectivité marchande qui considère que les individus n'ont de relation, enfin qui conduit à considérer que les individus n'ont de relation qu'au bien échangé, mais n'ont absolument aucune relation entre eux. Le prix d'équilibre sert à révéler la valeur intrinsèque de la marchandise, tout en satisfaisant de manière optimale chaque agent. La totalité de l'incertitude présidant à l'échange est ainsi résorbée dans le prix. Or, ce modèle, qui est certes considéré comme théorique, ne rend pas compte de l'expérience concrète de l'échange. Et le danger peut alors venir de confondre l'idéal type de l'échange avec l'idéal à atteindre, ce que Max Weber appelait la confusion des problèmes. L'auteur rappelle que cette conception de la vision, cette vision de la monnaie comme simple voile posé sur les échanges, comme le disait Jean-Baptiste Say, a déjà trouvé des contradicteurs avec Keynes. Mais selon André Orléans, Keynes ne pouvait s'empêcher d'attribuer une connotation négative à l'idée que la monnaie puisse jouer un rôle actif dans les échanges. Préférer la monnaie au produit serait ainsi une sorte de perversion quasi morale dont il s'agit de se débarrasser. Et cette idée est d'ailleurs présente chez Aristote, qui, dans sa crématistique, condamnait, d'un point de vue moral, l'amour de l'argent pour l'argent. André Orléans propose d'aller beaucoup plus loin que Keynes et de considérer que le désir de monnaie n'est pas seulement un produit néfaste issu d'une psychologie défaillante, qui se tromperait en quelque sorte d'objet, mais une composante essentielle de l'échange, dont la théorie économique n'a pas su jusqu'ici rendre compte. D'où mon deuxième point sur le désir de monnaie, ce fameux désir de monnaie. Alors, du point de vue théorique, André Orléans propose d'opérer un renversement en intégrant d'une part les rapports sociaux dans la théorie et d'autre part en abandonnant l'idée que la valeur, conçue comme une substance, préexiste à l'échange. Dans la théorie néoclassique, les préférences des individus sont pensées comme exogènes, c'est une des hypothèses, c'est-à-dire extérieures aux échanges, mais connues des individus. Autrement dit, les individus savent ce qu'ils veulent, ce qu'est l'objet de leur désir, et développent des stratégies pour les satisfaire, selon le modèle de rationalité de l'Homo economicus. André Orléans propose de partir au contraire de l'idée empruntée à René Girard que les individus ne savent pas vraiment ce qu'ils désirent. Leurs désirs sont affectés par ce que désirent les autres. Et dans un mécanisme donc, de rivalité mimétique, les préférences individuelles se construisent au cours de l'échange, chaque individu tenant compte du comportement des autres. L'échange marchand devient alors, dans cette perspective, le lieu où se construit la valeur, dans la relation que les individus entretiennent les uns avec les autres. On retrouve ici l'ambition de l'économie des conventions, à savoir intégrer dans la théorie économique le comportement des individus. Et il faut rappeler que la notion de mimétisme et la référence à René Girard sont présentes dans l'œuvre d'André Orléans dès La violence de la monnaie, publié en 1982 avec Michel Aglietta, ou dans un article très souvent cité par les économistes et très mathématique, Bayesian Interactions and Collective Dynamics of Opinion, Herd Behavior and Mimetic Contagion. Bon, c'est publié dans le Journal of Economic Behavior and Organization. Donc c'est une préoccupation ancienne et intégrée ici pour rendre compte de la place de la monnaie dans l'échange. Selon André Orléans, c'est le désir de monnaie qui est premier et bien plus profond que l'utilité au sens néoclassique, et ce désir de monnaie joue un rôle essentiel. Alors en effet, en tant qu'équivalent général et réserve de valeur, la monnaie a la propriété de donner accès à toutes les valeurs,
de satisfaire tous les désirs. Il s'agit donc d'un désir maître, tel que le définit Frédéric Lordon, et la monnaie, loin d'être un voile neutre, devient alors, je cite André Orléans, l'institution première des économies marchandes, ce par quoi la valeur marchande accède à l'existence. L'économie marchande doit alors être conçue comme une économie dans laquelle les individus sont d'abord à la recherche de monnaie. La rivalité mimétique intervient ici du fait que la monnaie, par sa propriété de liquidité, ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même. Ce que les économistes ont longtemps ignoré, aveuglés sans doute, comme ils le rappellent, par le désir de l'or, qui pouvait laisser penser encore à une valeur substantielle, désir l'or pour l'or, la logique de la monnaie, donc du coup dans cette perspective, devient proprement autoréférentielle. Elle est désirée pour elle-même, ce qui pousse les individus à entrer dans des comportements de jalousie, d'envie, de cupidité, c'est-à-dire de profonde rivalité qui finit par devenir routinière et conférer, une fois la valeur en tant que puissance d'achat investie dans l'objet monétaire, conférer une stabilité à l'échange. Alors, sur ce point, André Orléans ne suit pas Durkheim, qui rejetait la théorie néoclassique, dans laquelle il ne voyait que des jeux d'esprit sans grand intérêt, car trop éloignés de la réalité. Et si je suis bien le raisonnement d'André Orléans, la théorie néoclassique fonctionne, une fois l'échange stabilisé, mais ne décrit qu'une partie des phénomènes économiques, en faisant l'impasse sur le rôle prépondérant du désir de monnaie. La question qui découle de cette conception du désir maître de monnaie est alors celle de la constitution de ce désir. Ici, André Orléans en appelle à Georg Simmel, qui, en refusant d'opposer monnaie et crédit, fait reposer la monnaie sur la confiance. Simmel écrit ainsi dans Philosophie de l'argent, je cite, « Tout argent est à proprement parler du crédit, puisque sa valeur repose sur la confiance qu'a la partie prenante de recevoir contre cet instrument d'échange une certaine quantité de marchandises. » Fermez les guillemets. La monnaie engage ainsi la société dans son ensemble, car elle est fondée sur une croyance collective, autrement dit, une convention. Alors, la question de savoir comment se structure ce désir de monnaie, qui est une croyance généralisée, se rapproche du fait religieux. C'est une croyance donc, qui se rapproche du fait religieux, et sur ce point-là, la théorie se rapproche des conceptions zimméliennes de la naissance des croyances religieuses à partir des formes sociales. Là, je reprends Simmel, qui, en se répétant et en s'autonomisant, finissent par produire des contenus religieux. Et je vais citer là encore Simmel, mais cette fois dans Contribution to the Study of Religion. Alors, je l'ai lu en anglais, je suis désolé. Les relations sociales sont, dans le processus d'objectivation, séparées de leur contenu empirique, et elles deviennent ainsi indépendantes et projetées sur des substances qui leur sont propres. Les contenus, autrement dit, les contenus religieux sont des dérivés des formes sociales. La monnaie, alors, serait un analogue du fait religieux, et je dois rappeler que dans la théorie simmelienne, c'est l'ensemble des formes culturelles qui sont dérivées des formes sociales. Un dérivé des formes sociales né de la rivalité mimétique des individus. Troisième et dernier point de ma présentation, la notion d'incertitude et les marchés financiers. Alors, nous avons vu avec André Orléans que la liquidité, comme en tant que propriété de la monnaie, est une source d'instabilité parce qu'elle repose sur une logique autoréférentielle. Et André Orléans consacre la dernière partie de son ouvrage à l'étude du marché financier, dont l'hypothèse d'efficience supérieure selon la théorie standard ne tient pas, notamment à l'aune du rôle du mimétisme dans l'évaluation de la valeur des actifs. Les titres acquièrent leur valeur dans les transactions financières
et non l'inverse. Donc, du coup, l'erreur fondamentale dans l'analyse des marchés financiers, selon André Orléans, consiste à croire qu'il y aurait quelque chose d'objectivable dans le futur, un futur objectivable, ce qu'il appelle l'hypothèse de nomenclature des états du monde, une certitude sur ce qu'il va arriver. Et en s'appuyant sur les réflexions de Knight sur la distinction entre risque et incertitude, l'auteur montre qu'il existe bien des situations d'incertitude radicale, distinctes d'un risque mesurable, et que l'on ne peut pas faire l'impasse sur le caractère irréductible de la subjectivité des anticipations des acteurs. Dans le prolongement des analyses de Keynes, il faut tenir compte alors de l'importance de la psychologie collective sur les marchés financiers. Les anticipations sur le futur sont le fruit d'une croyance collective en une stabilité qui est en réalité profondément incertaine. Alors, chez Keynes, le jeu consiste à voler le départ, en anticipant légèrement avant les autres les fluctuations des valeurs et en laissant aux autres les valeurs sans intérêt. André Orléans parle de la tyrannie des évolutions de prix sur les comportements financiers en raison de la liquidité permanente des titres. Comme les titres sont en permanence liquides, chacun a envie de jouer et de voler le départ. En filant une autre métaphore, Keynes lui parlait d'un concours de beauté. Comme dans les journaux, on propose au lecteur d'élire la plus belle jeune fille et de deviner qui va être élu, il s'agit non pas d'évaluer la beauté intrinsèque, mais la croyance moyenne dans les critères de beauté. Sur les marchés financiers, les plus belles valeurs sont celles pour lesquelles la croyance en leur beauté est la plus répandue et la plus grande. On pourrait prendre comme exemple parler de la valorisation des titres technologiques à la fin des années 90 avant l'éclatement de la bulle. On pourrait parler aujourd'hui de la valorisation de Facebook ou de Twitter, qui n'a pas grand rapport ni avec le nombre d'employés, ni avec la production, ni avec le profit. L'évolution n'est donc pas objective, car le futur est incertain, et il s'agit de tenir compte de la subjectivité dans le concept d'évaluation des titres lui-même. Or, les marchés financiers sont devenus la norme de l'efficience, par leur caractère autorégulateur supposé, et les décideurs politiques sont conduits à sacraliser un petit nombre d'indicateurs ou d'outils financiers qui ont été élaborés dans le cadre d'une titrisation accrue au cours des dernières décennies, c'est-à-dire la transformation d'actifs tels que des créances, des factures ou des prêts en cours en titres financiers échangés sur les marchés de capitaux entre investisseurs, censés être dotés d'une rationalité supérieure à celle des ménages ou de l'État. Et il est intéressant de noter que le processus de titrisation se dit « securitization » en anglais. C'est plus sûr. On pensait que c'était plus sûr. Alors, dernier point, je vais introduire une discussion et quelques questions à l'auteur. Alors, si on se place du point de vue de la valeur considérée comme une opinion, on peut aussi poser quel est le fruit d'un travail social d'un groupe particulier ou deux groupes particuliers, en l'occurrence les marchés financiers et leurs acteurs, dont les économistes, et les diverses catégories de conseillers du prince, etc., etc. Alors, vous rappelez que Marx a écrit « Les philosophes ne font qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe est de le transformer », en renversant cette proposition. Ça pose en fait la capacité performative de l'économie financière. Il faut faire advenir le monde idéal qu'on a décrit. Pour autant, vous semblez ne pas avoir besoin, dans le modèle théorique, d'intégrer ces préoccupations sociologiques sur l'existence de ces groupes, car vous en tenez à une vision de l'espace social qui est fondée sur l'individu et son comportement vis-à-vis des autres, sans tenir compte de l'existence de collectifs ou d'institutions préexistant au choix individuel. On pourrait aussi parler de pluralité de normes, de constitution de normes qui s'imposent aux individus. Il s'agit alors d'une économie des relations, mais qui reste, d'une certaine manière, dans le cadre d'une épistémologie individualiste, selon laquelle les institutions, les conventions et la société elle-même ne constituent qu'un produit
de quelle nature peut être un produit accidentel, qui peut être parfois adapté, parfois dysfonctionnel, ou autrement dit rationnel ou irrationnel, produit des interactions individuelles. Ce que je peux proposer dans la discussion, c'est de compléter cette ambition de refondation avec la notion de groupe, une sociologie des relations entre groupes, dotée de ressources inégalement distribuées, qui contribuent à définir leur vision des enjeux et leurs croyances, mais aussi leur capacité à agir sur la définition de ces enjeux et sur la hiérarchie des croyances socialement légitimes. Autrement dit, c'est intégrer dans l'analyse une sociologie de la capacité des économistes à transformer le monde en tant que conseillers ou acteurs même des politiques publiques, intégrer une sociologie des économistes et des acteurs de l'économie. Alors j'en viens à une série de questions. La première, simple, c'est pourquoi continuer à accorder un primate au niveau individuel pour l'analyse ? Est-ce que c'est, voilà, la question c'est est-ce que c'est indispensable ? La deuxième question est plus générale sur le désir de monnaie et sur le caractère premier du désir de monnaie. Est-ce que cela tiendrait, si on suit le raisonnement, à un besoin de croyance qui serait insatisfait dans une société largement sécularisée ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que le désir de monnaie, fût-il premier dans l'ordre des causes, est lui-même socialement constitué, ou historiquement constitué, et variable au sein de l'espace social ou dans la temporalité ? La question suivante concerne notre ambition de refonder l'économie. Est-ce qu'elle se limite à subsumer la théorie néoclassique comme un cas particulier, comme l'avait tenté de le faire Keynes, à partir du moment où les valeurs sont constituées ? C'est-à-dire, est-ce que votre ambition est de reprendre la théorie classique dans son ensemble ou de l'intégrer comme cas particulier d'une théorie économique plus générale qui repose sur une conception non substantialiste de la valeur ? Autrement dit, est-ce que vous définissez un domaine dans lequel le dialogue avec les sciences sociales est nécessaire, mais un domaine limité, au-delà duquel la science économique retrouverait des privilèges épistémologiques ? Enfin, dernière question, qui reprend mes remarques liminaires sur la trajectoire de l'ouvrage et sa réception. Quel bilan pouvez-vous faire 3 ans après de sa réception, notamment dans la communauté des économistes ? Et est-ce que vous pensez que les lignes de force de la discipline ont bougé, ont changé ? Je vous remercie. Merci. Quelle réception, quelle réception, d'accord. Bien. Merci. Je commence. Je ne vais pas être long parce que je pense que, comme il y a beaucoup de sujets, je pense que c'est mieux qu'on puisse débattre de façon à ce que je ne me lance pas dans des propos trop coupés de vos préoccupations. Donc merci pour cet exposé. Malheureusement, je vois qu'on a il y a un certain nombre de malentendus très forts que je vais essayer de relever et de contourner. Alors d'abord sur cette question du collectif et de la primauté de l'individu, c'est pas du tout mon objectif. Et je pense que c'est pas ce que je fais, enfin je l'espère. Je crois que pour comprendre cette méprise qui est souvent faite, il y a une chose que je pense qu'il est important de comprendre au départ et qui tient peut-être à mes habitudes d'économiste, c'est le fait que je peux utiliser à certains moments des petits modèles comme le modèle du mimétisme par exemple,
et que on est tenté, peut-être parce que je ne suis pas assez prudent dans la manière dont je les présente, de les voir comme le fond de ma pensée, alors que pour moi, ce ne sont que des espèces d'illustrations, des illustrations très simples, les plus mécaniques, et donc souvent les moins utiles, mais qui permettent, que j'expose parce que elles ont une certaine force conceptuelle. C'est ça. Alors, je vais essayer de rendre ça plus clair. Mais je crois qu'il y a là, c'est là une des sources de ce malentendu. On pourrait dire que ma démarche, le cœur de la démarche néoclassique, si on laisse, on pourra en parler, mais si on laisse de côté les classiques, si on s'intéresse au domaine de la pensée néoclassique, le cœur de la démarche, c'est le concept de souveraineté de l'individu. C'est le fait que, chez les néoclassiques, tout le processus d'évaluation est ancré dans la subjectivité des préférences individuelles. Et donc le monde néoclassique, c'est pour ça qu'il est si fortement mobilisé par la pensée libérale, c'est un monde de la diversité des préférences qui trouverait dans le monde des objets de quoi se satisfaire. Et donc l'hypothèse forte qui est au cœur de la révolution marginaliste, c'est-à-dire au cœur de la théorie de la valeur. Et c'est pour ça que la théorie de la valeur a tellement d'importance, parce que la théorie de la valeur, en l'occurrence la théorie de la valeur utilité, disons, la théorie de la valeur marginaliste, c'est bien, je le rappelle, c'est celle qui est au fondement de la pensée moderne. La pensée néoclassique se fonde à partir d'une réflexion sur la valeur, c'est dire comment le concept de valeur a un rôle central dans la théorie économique, et depuis 140 ans, puisque ça date à peu près des années 1870, depuis 140 ans, jamais cette théorie de la valeur n'a été remise en cause. Il y a là une longévité tout à fait exceptionnelle. Et par exemple, au moment des débats auxquels a donné lieu l'échec flagrant des économistes suite à la crise, beaucoup d'insuffisances ont été portées au débat, mais jamais on n'a remis en cause, et les économistes n'ont jamais remis en cause cette idée de la valeur-utilité. C'est-à-dire que ce qui forme la valeur, c'est l'utilité pour les individus. Donc c'est vous dire que c'est quand même c'est du très très solide pour les économistes. Or, c'est ça qui est mon ennemi. C'est ça que j'essaye de critiquer. C'est cette idée de souveraineté de l'individu. Il y a une objectivation assez étrange, on pourrait revenir sur le terme objectivation, il y a une objectivation de la valeur parce que les préférences sont données dans les agents. Donc il y a une espèce de jeu de mots sur le fait que c'est du subjectif mais qui est objectivé parce que ce sont des faits donnés sur lesquels l'acteur, l'économiste ou la société n'a pas forcément de prise. Et donc toute ma critique, c'était d'en finir avec cette idée de souveraineté de l'individu, parce que les sociologues et plein de gens ailleurs ont bien vu que c'était absurde. Ça peut être intéressant dans certaines circonstances de se dire tiens, si les gens ils préfèrent plutôt ce type d'objet que d'autres, quels peuvent être les effets sur les prérelatifs. Donc ça peut être intéressant de traiter les préférences comme exogènes dans des buts de statique comparative. Mais si on s'intéresse à la puissance du capitalisme, c'est évidemment pas exogène. Toute la question, c'est précisément celle de savoir comment il y a des subjectivités qui sont construites par l'économie marchande et le capitalisme et qui font que les objets soient désirés. Donc c'est pas du tout... Voilà, c'est ça le point de départ. Ça peut pas être considéré comme exogène. Donc, pour moi, il n'y a pas du tout de primate de l'individu. Alors, je vais donner juste, je ne voudrais pas être trop long, mais je vais donner juste l'exemple des marchés financiers pour comprendre justement comment il s'est introduit. Les marchés financiers sont très intéressants parce qu'ils illustrent à la perfection cette hypothèse de souveraineté de l'individu. Puisque comment pensent les néoclassiques un marché financier ? Eh bien, c'est un marché dans lequel vous avez des investisseurs qui font des valorisations des titres, qui valorisent les titres. Et la grande hypothèse, c'est que le prix, comme toujours, c'est ce qu'on appelle des modèles bottom-up,
le prix qui émerge, donc ce qui correspondrait à une notion de valeur sociale collective, elle est toujours ramenée à des évaluations individuelles. C'est un produit des évaluations individuelles. Il n'y a rien de social dans ce prix-là, si ce n'est qu'il est l'agrégation des évaluations individuelles. Et tout mon travail sur les marchés financiers, c'était de montrer le contraire, de montrer que les marchés financiers sont une puissance d'évaluation en eux-mêmes, et que par plein d'exemples, et en particulier les phénomènes de bulles, dans les phénomènes de bulles, ce que j'essaye de dire, c'est que vous ne pouvez pas les ramener à l'évaluation privée, parce que c'est le marché qui agit. C'est le marché qui agit, ce n'est pas les individus, c'est le marché qui crée les évaluations. Et c'est ça l'idée globale. Et donc, ce modèle général, il va pouvoir se nourrir de plein de manières. Et donc, en particulier, on peut considérer qu'il y a des groupes qui interviennent, etc. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec ce type de démarche pour essayer de penser. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'était plutôt, parce que peut-être je suis en contact avec les économistes, c'était de donner en quelque sorte une espèce d'intuition très simple, enfin la plus simple possible et convaincante possible de ce phénomène. Parce qu'il est compliqué, en particulier pour un économiste, de pouvoir penser un prix de marché qui ne soit pas le résultat des évaluations individuelles. Comment peut-on penser un prix qui n'est pas le résultat des évaluations individuelles? Et, et donc j'ai pris, suite à Keynes, ce petit modèle, mais qui est un modèle conceptuel. Alors il a des rapports avec la réalité, mais le modèle conceptuel de l'autoréférence est extrêmement intéressant parce qu'il montre un mécanisme assez simple où on voit bien que le prix n'a aucun rapport avec les opinions individuelles, mais qu'au contraire, c'est parce que, pour le dire simplement, c'est parce que tous les acteurs essayent de prévoir l'opinion collective en tant que telle, que se crée une opinion collective qui n'a plus nécessairement de rapport avec l'opinion individuelle. Sur un marché, vous pouvez croire, dur comme fer, que cette devise est sous-évaluée, mais quand vous intervenez sur le marché, ce n'est pas la question de la sous-évaluation pour vous. Ce que vous vous demandez, c'est comment le marché, parce que c'est comme ça qu'on fait du profit, comment le marché, lui, va réagir. Et donc la question que vous vous demandez, c'est comment les autres vont réagir. Et de telle sorte qu'il peut très bien, alors que tout le monde pense que le prix 100, disons, c'est 100 aujourd'hui le prix, tout le monde pense que la vraie valeur, c'est 50, si chacun se met à penser que le marché construit à partir d'un certain nombre de représentations va augmenter, ils peuvent être tous vendeurs. Et donc il y a ce mécanisme sur lequel je pourrais revenir si ça vous intéresse, hein. Il y a là un mécanisme que Keynes avait un peu vu, ce mécanisme d'autoréférence qui crée une opinion collective qui est déconnectée des opinions individuelles, ce qui permet de donner un peu plus de poids à ma thèse selon laquelle c'est le marché qui est normatif, c'est lui qui produit la valeur et on a bien un schéma de valeur collective. Et les faits témoignent et attestent de cette vérité. Parce que si vous regardez, par exemple, la période, on pourrait prendre n'importe quelle bulle, mais la bulle Internet. Ce qui est très frappant dans la bulle Internet, quand vous demandez aux acteurs, vous vous souvenez, c'est ces valeurs technologiques qui augmentent de manière massive, c'est que personne ne comprend, jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprend d'où viennent ces prix élevés. Parce que ces prix élevés sont en contradiction flagrante avec tous les modèles que l'on a de représentation du prix, puisque ce sont des entreprises qui font des déficits structurels qui sont évalués de manière absolument astronomique. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez toute la littérature, si ça vous amuse, économique, il y a une espèce d'impuissance. Alors, évidemment, au fur et à mesure du temps, les économistes essayent d'inventer, ils essayent de dire « Ah oui, mais c'était l'immatériel, on invente des tas de trucs, ou le nombre... » Enfin, a posteriori, on essaye, mais c'est bien, a posteriori, on essaye de donner un sens à ce prix. Mais ce prix, il s'est imposé contre les opinions individuelles. On a donc là un type... Vous voyez, c'est ça mon idée. Donc on a donc là un type... de fonctionnement qui permet, et c'est toute la fin du livre où je m'étends là-dessus, qui permet de donner comment une opinion collective peut se constituer, qui est déconnectée de toutes les opinions individuelles et s'impose à eux.
Donc vous avez plein d'exemples dans cette période de la bulle Internet. Vous prenez les analystes financiers qui sont censés calculer au plus juste objectivement les valeurs. Vous avez toujours ces analystes qui disent « Ah ben, ils calculent les valeurs, comment on fait ?» Il y a une méthode, c'est projeter les profits futurs, il faut se faire une idée des profits futurs. Vous faites ça, ils faisaient les calculs, ils trouvaient 100, ils regardaient le marché, c'était 5000. Alors, et puis alors quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils faisaient, ils faisaient une espèce de moyenne, etc. Donc vous voyez, c'est ce genre de difficulté. Évidemment, dans le mécanisme que je vais mettre en place, c'est un mécanisme, je dirais, je pense qui saisit quelque chose de la réalité, mais évidemment, il a l'air un peu individualiste, c'est grossièrement simple. Mais j'essaye simplement de construire cette idée d'un modèle qui provient du collectif. Parce qu'après, évidemment, au contraire, le rôle des agences de notation, le rôle de tous les acteurs qui construisent l'opinion collective, ici, peuvent intervenir et nourrir ce modèle. Donc, sur cette question, tout au contraire, quand je pense, quand je prône ce que j'appelle une économie des relations, c'est précisément pour dire que le primat, selon moi, c'est la relation, c'est d'une trivialité dans cette salle, mais pour les économistes, c'est une pure révolution. Donc c'est le primat de la révolution, de la relation. Il ne faut pas partir d'individus constitués entiers et au contraire, les individus sont construits dans la relation et en particulier, là, vous voyez, les évaluations financières sont construites par le marché. Et ça m'amène alors à un deuxième exemple qui est la question du désir de monnaie. Le désir de monnaie, non seulement, vous me dites, est-ce qu'on ne peut pas le lier à quelque chose de social, mais toute ma construction est de cette nature-là. C'est-à-dire, le désir de monnaie, je le construis à partir de la nature de la représentation, de la relation marchande. Donc, mon raisonnement dans la deuxième partie, c'est de dire, qu'est-ce qui caractérise la relation marchande? La relation marchande, c'est l'idée que la production est mise dans les mains de producteurs indépendants et qui produisent, de telle sorte qu'il chacun est indépendant, propriétaire de son système de production, quel qu'il soit, et donc c'est ce que j'appelle la séparation marchande, ce qui domine, je définis la relation marchande suite à Marx, et d'ailleurs à beaucoup de gens c'est une conception assez banale, donc de dire ce qui va les déterminer, c'est la séparation marchande. Et ce que j'essaye de construire dans cette partie, c'est de dire que la séparation marchande, précisément, pose à tous les acteurs séparés un problème d'existence sociale, comme une espèce de manque de lien social, parce qu'ils sont séparés, et que, contrairement à une idée pour en résoudre ce manque social, c'est le marché. C'est comme ça que les néoclassiques pensent la solution, qui est loin, et ils ont peut-être raison, c'est pas mon point de vue, mais ils pensent que c'est le marché qui permet de réunir ces acteurs séparés et de produire quelque chose qui soit un prix collectif. Je le crois pas, parce que a justement raison de cette incertitude. C'est-à-dire que si les acteurs n'avaient qu'à uniquement étaient fondés sur le marché, en fait les prix de marché sont extrêmement variables. Vous ne pouvez être absolument pas sûr du lendemain. Si vous avez produit et vendu aujourd'hui, vous ne pouvez être absolument pas sûr que demain vous produirez, etc. Donc il y a eu une espèce d'incertitude consubstantielle à la séparation marchande qui provient de cet isolement des producteurs qui dépendent entièrement des autres pour pouvoir exister. Et le désir de monnaie, je le construis justement comme cette nécessité d'un pouvoir de contrôle sur la circulation marchande, qui est le premier désir, qui est constitutif à la situation de séparation marchande. C'est pour ça que je dis que dans une économie marchande, la première chose qui est importante pour vous, c'est la monnaie. Alors, il faut faire une espèce d'expérience de pensée, là à nouveau, c'est une espèce d'expérience de pensée qui est de dire, imaginez comme des expériences de pensée qui malheureusement ont été vraies, dont on a des exemples historiques. Je prends par exemple l'idée en Argentine de ce qu'on appelait le corralito, c'est-à-dire ce moment où les Argentins n'avaient plus accès à leur monnaie. Voilà. Donc imaginez ce type de situation.
Pour les néoclassiques, il n'y a pas de problème puisque les objets ont des utilités. Donc alors, vous allez sur le marché et il y a une espèce d'échange d'utilités. En fait, quand vous regardez la réalité de ça, c'est que le désir que vous avez, si vous étiez vous-même, nous étions tous privés de monnaie aujourd'hui, le désir que nous aurions, parce que nous dépendons uniquement de la totalité d'entre nous, c'est de posséder un pouvoir d'achat. Une puissance d'achat, parce que toute notre, j'ai besoin de nourriture, d'habillement qui sont, et donc ce qui est fondamental, c'est ce pouvoir d'achat sans lequel je ne peux pas exister, parce que c'est comme ça que j'ai accès à la circulation marchande. Donc le désir de monnaie n'est pas du tout une espèce de désir subjectif pour des raisons X ou Y de monnaie, il est construit comme à partir d'une spécification de ce qu'est la relation marchande comme séparation, et qui a abouti à cette idée du fait que la première condition d'existence dans une société marchande, c'est de pouvoir avoir un pouvoir de contrôle sur la monnaie qui est un pouvoir, une puissance d'acheter, un pouvoir d'achat. Et c'est comme ça donc que j'essaye de construire le désir de monnaie. Et là, il faut bien comprendre que ces choses-là, évidemment, sont très conceptuelles, mais là, on touche vraiment au cœur du problème que nous posent les théories de la valeur. Les théories de la valeur, telles qu'elles sont pratiquées, supposent, comme vous l'avez bien dit, sont des théories substantialistes, c'est-à-dire supposent une espèce d'homogénéisation dès le départ, qui est liée au fait que tous nous désirons l'utilité. Ou chez Marx, par exemple, c'est très frappant chez Marx, et c'est en cela que je me sépare sur cette partie de Marx, si je me sens même, par ailleurs, très profondément marxiste, mais chez Marx, c'est très frappant. Le monde marchand du livre 1, c'est un monde complètement unifié par la valeur. Jamais le problème de l'unification de ce monde n'est pensé. Il est déjà unifié par la valeur. Et même, il est unifié au niveau mondial, puisque c'est un marché universel. Donc, la valeur chez Marx, elle unifie. Et elle est donnée dès le départ, cette valeur travail socialement nécessaire. Ce que je dis, c'est que dans le monde réel, l'unification, elle n'est pas donnée dès le départ. Elle se construit à travers la représentation réelle de la valeur dans la monnaie. Et qu'il y a une lutte entre les producteurs marchands, comme il y avait une lutte dans le rapport salarial qui était liée à la séparation des salariés des moyens de production, entre les propriétaires des moyens de production et les salariés, la lutte des classes, qui est une séparation, il existe une séparation, le monde capitaliste est divisé en classes, mais le monde marxiste marchand, lui, est unifié par la valeur. Je ne crois pas, il n'est pas unifié par la valeur parce qu'il est dominé par la séparation et que la séparation marchande se traduit concrètement, comme nous le voyons souvent, par une lutte des producteurs pour la définition de la valeur, c'est-à-dire de la monnaie. Donc la fragmentation monétaire est une expression du fait qu'il n'y a pas d'unification a priori de la valeur sous l'angle de cette valeur travail ou de la valeur utilité, mais simplement dans l'expression qu'ont certains groupes de pouvoir produire une représentation admise qui est la monnaie. Donc voilà comment je pense cette question, la question du désir monétaire. Et là, on est vraiment au fond, parce que toute la construction, si je reste à la construction des néoclassiques, elle est vraiment très simple. Elle est construite sur l'idée qu'il y a de l'utilité, ensuite il y a du troc, les agents s'échangent les biens les uns contre les autres, puisqu'ils sont utiles. Tout le monde comprend ça. Je vais échanger ça contre ça. Voilà, ça c'est très simple à comprendre. C'est la base. On échange des produits utiles. Le cœur de la pensée néoclassique, c'est la force première, c'est une recherche de biens utiles. Dans le monde que je décris, c'est pas ça, c'est la recherche de la monnaie qui conduit à des homogénéisations partielles et qui sont dans ce désir de monnaie. Et
Et il n'y a pas de place pour la monnaie dans le monde néoclassique, puisque tout est utile en échange de l'utilité. La monnaie n'intervient jamais que comme l'instrument qui permet de faciliter les échanges, mais qui n'a aucune force, qui ne pèse d'aucune détermination sur les valeurs, puisque les valeurs proviennent des objets utiles. Alors ils ont quelques problèmes à faire cette construction jusqu'au bout, parce que déjà il faut des marchés unifiés. Alors comment est-ce qu'on construit un marché unifié? Alors chez Walras, il y a d'un seul coup un secrétaire de marché qui émerge, qui à mon avis est tout à fait la preuve logique du fait que la construction de cette unité, elle est moins simple qu'il n'y paraît, parce que si c'est le marché qui unifie, encore faut-il que tout le monde y soit présent et qu'il échange. Ça, c'est une hypothèse ad hoc qui nous permet. Alors, chez les Autrichiens, ce sera un peu différent. Eux, ils n'ont pas de prix. Parce que la notion même de prix est une notion par nature sociale. Et donc, elle peut être construite dans le courant néoclassique à travers l'idée du commissaire-priseur, qui est espèce d'un léviathan qui réunit les acteurs et les forces à échanger. Donc, on voit bien comment il y a une hypothèse ici qui force et qui peut permettre de penser un prix social, un prix à un autre niveau que les évaluations privées. Chez les Autrichiens, qui sont les plus fervents partisans de l'individualisme, on ne trouve jamais de prix. Il n'y a jamais que des échanges bilatéraux. Et je me demande d'ailleurs comment, quelquefois, ils utilisent le terme de prix. Voilà. Donc, ça répond ici, me semble-t-il, à votre deuxième question. Et c'est là qu'est la plus grosse difficulté, parce que, en effet, les néoclassiques, étant donné qu'ils partent de l'utilité des préférences, renvoient toujours à cette question par rapport à la monnaie, c'est de dire mais qu'on ne peut pas désirer la monnaie. Ça n'a pas de sens de désirer la monnaie, parce que la monnaie ne renvoie pas au monde de l'utilité. Donc pourquoi on désire la monnaie? Chez eux, on désire toujours la monnaie en tant qu'elle est l'instrument qui permet de faire que des choses utiles s'échangent. Au contraire, dans mon système, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est ce désir de monnaie qui est là, premier, pour les raisons que j'ai indiquées. Et j'ai trouvé, et c'est ça qui était le plus dur à construire, et c'est pour ça que j'ai puisé dans diverses traditions, dans divers concepts, c'est toute la partie 2 sur la monnaie, beaucoup chez Durkheim, dans son idée d'autorité du social, comment se crée cette autorité du social, comment Durkheim est très attentif à ces forces sociales, et s'il y a vraiment une force sociale, c'est la fascination qu'exerce la monnaie sur les hommes. Et donc, je me suis beaucoup appuyé sur Durkheim, sur aussi Spinoza dans ce concept de puissance de la multitude, où apparaît cette dimension irréductiblement, je dirais, sociale, dans l'économie marchande à travers ce désir de monnaie, qui est le point de rupture conceptuelle tout à fait fondamental avec la théorie néoclassique. Troisième question, c'est alors le terme sur refondation et comment j'intègre la théorie néoclassique. Alors, d'abord, je suis tout à fait sensible à une chose, c'est que parler de refondation quand on est face, comme moi, je suis dans les locaux de la Paris School of Economics, donc je peux apprécier tous les jours ce qu'est la puissance de l'économie, son capital social, etc. Donc je sais bien qu'il y a quelque chose un peu absurde, c'est que quelquefois je dis c'est comme si un physicien arrivait et il disait tenez je vais vous changer, Einstein a eu tort et je vais vous proposer un nouveau paradigme. Donc il y a quelque chose d'un peu ridicule dans cette idée, j'en suis conscient, enfin il faut avoir une certaine distance par rapport à ce terme de refondation, parce que moi tout seul avec mes petits bras contre cette immensité, évidemment ça ne se fera pas. Néanmoins,
je pense que cet individualisme, et je pense que là on doit être très d'accord là-dessus, c'est cet individualisme foncier de la théorie néoclassique, cette idée de la valeur qui renvoie à des évaluations privées qui conduit à tout ce non-sens de la théorie néoclassique. Donc en ce sens-là, c'est bien en effet un changement de paradigme que j'essaye de promouvoir en essayant de rompre avec ça. Et mon idée, c'est que le processus de formation de l'économie marchande, il est semblable au processus de formation de tous groupes sociaux tels que, par exemple, il serait décrit chez Durkheim. C'est semblable d'une certaine manière aux liens religieux, au rapport aux religieux, au mana, que décrit Durkheim dans les forces élémentaires de la vie religieuse. C'est ça qui construit, et c'est à travers ce désir de monnaie. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette stratégie que j'appelle unidisciplinaire, là je vais arrêter, unidisciplinaire, parce que je crois qu'il n'y a aucune raison épistémologique de penser à une spécificité de l'économie par rapport aux sciences sociales. Je pense que ça c'est une erreur absolue, elle vient de je pense qu'elle a des raisons. En particulier, beaucoup de mes collègues mettent beaucoup de poids sur le quantitatif, le rôle du quantitatif qui serait un marqueur épistémologique. Je ne le crois pas. Et donc, dès lors, ce que j'essaye de montrer là-dedans, c'est que cette construction autour de la monnaie, puisque je m'en suis arrêté là, cette construction autour de la monnaie répond à une pensée, disons, conforme au moins en certaines parties à la tradition sociologique et accessible. Et donc, pour moi, il n'y a pas de différence il ne devrait pas avoir de différence entre sociologues et économistes, et d'ailleurs entre sciences sociales et économie. Alors, de temps en temps, j'ai des formules que vous avez reprises. Je dis, et en fait, c'est vrai que je le pense aussi, c'est-à-dire que il y a quand même des résultats intéressants dans la théorie walrasienne. Par exemple, penser ce monde comme le fait Walras, ça a une certaine intérêt conceptuel, hein, de dire que si avec des agents avec des préférences comme des mondes hypothétiques, ce qui est terrible, c'est de penser que ces mondes hypothétiques soient une espèce de figure immédiate du monde présent et d'autres choses, parce que là, bon, c'est compliqué. Donc voilà, c'est ça mon rapport. Je trouve que par exemple, quand on étudie certaines structures de jeux stratégiques, ça peut être intéressant. Ça donne des idées sur la manière dont se perdent des stratégies. Mais bon, c'est en ce sens-là que quelquefois je sauve une partie de la théorie néoclassique comme une espèce de réflexion conceptuelle partielle sur un certain nombre de choses. Alors là, pour finir, donc sur la réception, je crois qu'elle est conforme à mes attentes, c'est-à-dire que je crois que alors en France, mais c'est la France que je connais surtout bien, on a cette chance d'avoir quand même des courants hétérodoxes qui existent. Donc du point de vue des courants hétérodoxes, je pense que ce livre a été bien reçu. Je suis pas sûr que tout le monde adhère évidemment à ces idées, c'est autre chose. Mais je pense que du point de vue de faire bouger un tant soit peu le paradigme néoclassique, non, là, de ce point de vue-là, ça n'a rien fait. Je ne suis pas sûr même qu'il l'ait lu. Et que si la crise de 2007-2008 avec un peu plus d'énergie et de force que mon livre n'a pas réussi à ébranler ou très peu les mentalités, alors on comprend bien que ce livre avait peu de chance. Donc pour l'instant, les économistes restent très attachés à cette idée de valeur-utilité. Voilà, j'ai répondu. J'espère pas avoir été trop long de façon à pouvoir être plus spécifique dans mes réponses à vos questions. Bien, merci. De vos réponses étaient très claires, et puis en tout cas
nous ont certainement rassurés sur, peut-être s'il en était besoin, sur votre attitude effectivement de dialogue à l'égard des sciences sociales. Donc je ne crois pas qu'on puisse vous faire de reproche d'avoir un biais individualiste. Les individus dont vous parlez, au fond, sont des constructions de l'univers marchand, et c'est comme ça qu'objectivement, il se présente, et évidemment, on doit rendre compte de cette sérialisation, de cette atomisation, sans reprendre à son propre compte les hypothèses de Walras ou des néoclassiques. Bon, simplement, puisqu'on échange, je voudrais simplement dire que par rapport à un certain nombre de références que vous donnez, bon, mimétisme, moi je tique toujours un petit peu parce que ça m'évoque un peu Tarde, et il y a eu des grandes querelles entre Tarde et Durkheim, et c'est vrai que... Je peux répondre là-dessus tout de suite? Ah bah oui. Mais le mimétisme, oui, je n'y attache pas... Oui. Plus de prix que ça, on pourrait ne pas utiliser mimétisme si vous le souhaitez. Dans ce que je viens de dire, je l'utilise parce que j'ai dit ça, c'était mon côté peut-être un peu économiste, c'est-à-dire que j'ai tendance à essayer de temps en temps de faire, pour essayer dans cette idée de convaincre mes collègues. Et mes collègues raisonnent par modèle. Et donc, si on a à critiquer l'idée de la souveraineté de l'individu, pour l'économiste, l'idée du mimétisme apparaît comme une hypothèse assez compréhensible du contraire de la souveraineté de l'individu. Et donc, je l'utilise beaucoup comme ça, comme un espèce, je ne pense pas que je pense que c'est plus compliqué, mais que ça me permet d'avoir simplement un petit modèle conceptuel qui, il leur dit, regardez, si les acteurs, ils sont pas souverains, mais ils sont autre chose, mimétiques, etc., mais je n'attache pas... J'ai bien compris, mais enfin, l'usage des mots, il faut faire quand même attention, parce qu'après, ça peut être effectivement compris comme une forme d'adhésion à... Bon. J'ai une deuxième carte, puisque vous avez répondu sur mimétisme, c'est Veblen, que vous utilisez aussi. Et bon, Veblen, Bourdieu, bon, il y a quand même des différences, même si au niveau où vous le prenez, on peut dire que les différences sont secondaires, on voit bien ce que voulait dire Veblen, effectivement, la recherche de prestige qui n'a rien à voir avec la recherche de l'utilité, etc. Bon, il reste que là aussi, il y a des présupposés un peu... anthropologique, hein, un peu naïf, me semble-t-il, chez Veblen, ce désir de paraître, etc., qui demande lui-même à être expliqué. Et il me semble que la théorie du capital symbolique chez Bourdieu va plus loin que ça, mais c'est pas pour vendre ma marchandise à moi, hein, c'est pour dire que, je comprends très bien que vous utilisiez comme ça des références dans une optique stratégique, hein, justement, pour combattre. Mais en même temps, on peut être porté à aller plus loin que ça. Voilà. Donc voilà, si nous, on peut apporter quelque chose, en tout cas, il me semble que c'est ça. Tout le monde ne sera pas d'accord, puisque, comme vous le savez certainement, il y a aussi un néo-tardisme actuellement par certains sociologues. Voilà, la deuxième remarque, très rapidement, en allant un peu dans le sens de ce que disait Stéphane, il a parlé de groupes, vous avez répondu, mais groupes, en fait, je ne pose pas groupe et individu, etc. Bon, donc je tiens compte parfaitement de l'existence de groupes. Peut-être faudrait-il aller un peu plus loin qu'il l'a été dans son interpellation peut-être trop timide, et parler de la question des rapports de force entre groupes. Il me semble que là, peut-être, les choses seraient plus claires, notamment le rôle que ces rapports de force ont pour la détermination de la valeur d'une marchandise qui est la force de travail, mais aussi certainement pour d'autres, où les groupes interviennent, et ce qui fait qu'il y a des configurations dans les marchés qui sont différentes, puisque les groupes n'ont pas partout les mêmes poids, et ils ont une histoire, un déclin, une ascension, des alliances, etc. Et là, ce serait, à mon avis, c'est là que des choses deviennent passionnantes dans un dialogue entre économie et sociologie, c'est justement la socio-économie, en quelque sorte, de ces groupes et des marchés contrôlés par ces groupes. Deux questions subsidiaires qui se penchent sur celle-ci, mais peut-être plus directement opératoires en termes de programme de recherche.
c'est, au fond, est-ce que vous avez une théorie des modalités de construction de cette opinion collective déconnectée des opinions individuelles, qui l'a fait, comment, etc. D'une part. Et deuxième question subsidiaire, c'est comment se construisent des opinions individuelles sur cette opinion collective. Mais dans ce livre, en fait, et ça peut être une de ses limites, j'étudie quasiment pas de situation concrète. J'en fais allusion, par exemple, je fais allusion, comme je l'ai fait sur la question des marchés financiers pour la bulle Internet, mais par exemple sur les prix des marchandises, d'abord c'est un sujet que je connais moi-même très mal, puisque mon point de départ c'est surtout la théorie monétaire et la théorie financière, donc c'est surtout ces deux choses que j'avais travaillées. Donc nulle part je ne rentre dans le dur de configuration historique que j'essaierai d'expliciter. Donc et donc c'est en particulier, je pense que quelque part je dois parler aussi de rapport de force pour ce qui est de l'évaluation des marchandises, justement en m'y référant comme un modèle possible sur la détermination des... Mais bon, je ne vais pas plus loin. Parce que mon but ici, c'est celui que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était de marquer cette rupture, qu'il y avait une alternative entre théorie de la valeur et théorie de la monnaie. C'est comme ça. Soit on part d'une théorie de la valeur substance à partir d'individus qui ont des préférences. Si on ne part pas de ça, de quoi peut-on partir? Et je propose de partir de ce que je viens de dire, c'est-à-dire du rapport de séparation et du désir de monnaie. C'est ça que j'essaye de faire entrer dans la tête, en disant que ça donne lieu à une construction de la société marchande qui est totalement différente et qui permet de rendre compte de la nature, je dirais, sociale des prix et des évaluations financières. C'est ça, c'est là où... Alors, bon, je sais, c'est un peu bizarre comme objet, c'est parce que c'est un objet qui se situe d'une certaine manière dans la tradition de l'économie, parce qu'il s'agit c'est la tradition de l'économie qui a mis quelque part la théorie de la valeur au cœur de son analyse. Bon. Donc peut-être c'est un peu internaliste. Bon. Et je pense pas, parce que ce que j'essaye de dire, c'est que cette conception très globale, théorique, très abstraite de la société marchande, il me semble qu'elle a beaucoup de proximité avec les idées durkheimiennes sur ce qu'est l'autorité du social. Bon. Alors, voilà, c'est ça le... Donc effectivement, c'est pour ça que je peux répondre comme j'ai fait tout à l'heure en disant que je ne vois aucune difficulté dans ce cadre conceptuel à faire intervenir les classes, à faire intervenir des groupes sociaux, des rapports de force. Bon, je le fais pas parce que je suis pas face à des situations concrètes et que je m'intéresse à la question que je viens de vous poser, je viens de rappeler. Alors, pour répondre à cette question de l'opinion, de la rapport de l'opinion individuelle et de l'opinion collective, en quelque sorte, le modèle que j'en ai, qui a différentes déclinaisons, c'est celui que j'ai essayé de vous présenter, mais vous l'avez compris, sur cette idée d'une opinion qui est créée par le marché elle-même et qui conforme les opinions individuelles, parce qu'elle est la puissance de valorisation. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je crois que cette critique de la valeur que je propose, elle est très liée à la financiarisation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est dans cette époque de financiarisation que, d'une certaine manière, on peut avoir ce recul par rapport à la question de la valeur. Parce que les valeurs financières ont certaines particularités. Donc, ce modèle du rapport entre opinion individuelle et opinion collective m'occupe beaucoup. Et il y a plusieurs types de représentations que j'en ai données. Le but
avant tout, c'est de montrer qu'il peut avoir une opinion collective qui se forme indépendamment des opinions individuelles. C'est-à-dire, je prends des situations dans lesquelles je connais ce que pensent les individus et j'essaye de montrer qu'ils peuvent croire à quelque chose qui se produit, mais qui n'est aucunement ce à quoi ils croient. Alors, le modèle il y a différents modèles, donc celui que je propose dans le livre, à la fin, c'est tiré de des jeux de coopération à la Schelling. C'est-à-dire, c'est des situations dans lesquelles chacun essaye d'être dans le courant majoritaire, sachant que le courant majoritaire est lui-même la production du groupe. Donc, il y a eu un certain nombre, vous verrez, il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites et qui montrent que quand vous êtes dans cette situation, en effet, vous allez essayer de vous former un modèle du collectif pour pouvoir essayer de... si j'essaye de... Par exemple, si nous avions à donner un chiffre ici, une année, et ceux qui gagneraient, c'est ceux qui seraient dans le camp majoritaire. Donc, vous voyez bien que dans ce type de situation, qui se rapproche beaucoup des questions financières dans lesquelles vous devez toujours vous rapprocher de ce que les autres disent. Hein, si vous êtes tout seul à penser que ça vaut 100, vous allez... vous voyez, vous ne gagnez pas d'argent comme ça. Donc, dans ce type de situation, ce qu'on montre, c'est qu'en effet, émergent des consensus globaux, il y a des expériences qui sont faites, elles valent ce qu'elles valent, mais émergent des consensus globaux qui n'ont aucun rapport avec les opinions individuelles. Et c'est très simple à comprendre. Dans ce type de... Si j'ai à choisir une année, je ne vais pas choisir ma propre année. Imaginez que moi, j'aime bien 1792, bon, alors, ou je sais pas, moi, 1513, vous voyez. Donc, il va émerger quelque chose. Donc, c'est un des processus qui sont donnés là-dedans. Mais si vous pensez au schéma formel qui est derrière, il est en fait très proche de toutes ces citations que je reprends de Durkheim, dans lesquelles il montre comment des foules en interaction étroite produisent ce qu'il appelle des idéaux sur la base de leurs interactions. Comment quelque chose se produit dans ces foules, qui émergent de ces foules et qui ont une puissance d'affectation, une puissance de fascination, d'adhésion. Donc c'est pour ça que je mets en rapport ces modèles, je mets en rapport ces modèles conceptuellement. Et même on pourrait aussi, troisième modèle, penser à un modèle mimétique. Dans un modèle, si vous prenez un modèle mimétique qui est intéressant, chacun, vous pensez une population d'individus où chacun va se déterminer, chacun a le choix entre A et B. Je ne vais pas être long, mais ça vous donnera la troisième illustration. Chacun a le choix entre A et B. Les gens ne savent pas, en fait, sont indifférents à A ou B. Donc chacun tire en lisant son journal, ce qui mathématiquement correspond à un tirage à pile ou face, ça dépend du journal. Il y a autant de journaux A que de journaux B, il lit le journal. Donc dans ce jeu-là, si on prend l'opinion collective où chacun choisit de manière souveraine à partir de son journal, vous aurez à peu près moitié A, moitié B. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a une espèce le modèle bottom-up est vrai, parce que les individus sont souverains et que le collectif n'est rien d'autre. Si vous introduisez du mimétisme, c'est-à-dire si vous faites que l'individu, à un moment donné, dépend de ses voisins, c'est-à-dire qu'il, lui, il lit son journal, puis après, il regarde à côté ce que les autres ont eux-mêmes en lu leurs journaux. Conceptuellement, ça ne devrait rien changer. Le fait que des individus indifférents pour choisir, se reportent à des individus eux-mêmes indifférents, il n'y a aucune attachement particulier, aucune asymétrie qui naît. Or, si vous prenez des modèles mimétiques, en fait, vous apercevez que pour des raisons que là on n'a pas le temps d'expliquer, mais que plus vous rendez le mimétisme possible, et en fait, il va émerger des opinions majoritaires sur ce système-là. Parce que ce qu'on peut comprendre intuitivement, c'est que s'il y a une opinion majoritaire qui émerge, et que les acteurs tiennent compte des autres pour se décider, alors ça peut perdurer, même si personne n'y croit, parce que chacun se reporte à l'opinion majoritaire. Donc vous voyez, il y a un certain type de modélisation, mais conceptuelle, mais qui essaye d'expliquer qu'il y a des processus collectifs, d'opinion collective, qui n'ont pas de rapport avec les opinions individuelles.
Après, s'il faut savoir comment les choses réagissent, là, il faudrait rentrer, comme je dis, dans le dur d'étudier les situations. C'était pas mon but là, c'était simplement de montrer que conceptuellement, contrairement à ce qu'on pense, à ce que n'importe qui pense, vous pouvez penser à un groupe qui produit des opinions qui sont différentes des opinions individuelles. Mais sur cette question à laquelle vous venez de répondre théoriquement, est-ce qu'il y a eu des dispositifs d'enquête empirique? Parce qu'après tout, on pourrait imaginer, si on pousse plus loin la collaboration entre économistes et sociologues, on pourrait imaginer de construire des dispositifs d'enquête qui permettraient d'analyser, d'étudier comment se construisent, enfin, les deux questions que vous posez, quoi. Comment se construisent, de fait, en dehors d'un modèle abstrait, comment se construisent concrètement une opinion collective, est-ce qu'il y a des faiseurs d'opinion, des choses comme ça, on peut imaginer, et comment cette opinion collective est reçue, appropriée ou non, par des acteurs individuels qui pèsent eux-mêmes plus ou moins, suivant leur position sur un marché, etc. Ça existe, ce genre d'enquête? Alors, moi, je suis sûr que ces choses-là ont dû être traitées par un certain nombre de gens. Oui, ça rentrerait tout à fait dans ce cadre conceptuel. Les seules illustrations que moi j'utilise, mais pour les raisons que vous comprenez maintenant, c'est que c'est des illustrations du type que ce que je vous ai appelé au départ sur Internet, qui me paraissait assez parlant d'une situation dans laquelle il y a un prix et personne ne comprend d'où vient le prix. Exactement. Ouais, personne ne comprend d'où. C'est un beau mystère sociologique. Ça. Voilà. Mais là, ça vous donne une interprétation de cette... Mais voilà. Alors, comme d'usage, nous faisons circuler la parole, les questions. Je pense que la majorité du public est sociologue, peut-être c'est ça qui les retient. Moi j'avais lu votre livre il y a longtemps, enfin quand il est sorti, là, vous l'avez vu à Poitiers. C'est vrai que je m'étais fait la réflexion que dans les références sociologiques que vous utilisiez, enfin bon, ici Bourdieu c'est la référence, c'est le fonds de commerce, c'est notre référence principale, et je m'étais dit que s'il y a un auteur sociologique qui a réfléchi à la construction, qui s'est opposé à la valeur utilité et qui a réfléchi à la construction des biens symboliques, que ce soit dans le marché de l'art ou dans les marchés des biens religieux, etc., c'est Bourdieu. C'est un auteur qui est très peu cité, vous ne citez pas. Et je m'étais dit finalement que si vous... Alors je vous dis ce que j'avais pensé, si vous troquiez Simmel pour Bourdieu, vous perdriez peut-être la spécificité de l'objet, Simmel ayant parlé de l'argent, mais que derrière l'approche bourdieusienne, il y avait une théorie de la construction de la valeur symbolique qui était bien plus porteuse pour ce que vous faites en fait. Alors on aurait pu passer du marché par exemple, tout ce qu'il a écrit sur le marché de l'art, sur le marché des biens symboliques, où effectivement la question des prix, de la fixation de la valeur, etc., est hyper aléatoire, où elle se construit, où il y a vraiment une théorie de la genèse de la production de cette valeur. Quoi. Ah, je suis sûr. Mais je trouve que c'est absent de votre livre. Et voilà. Alors peut-être que Simmel c'est la référence consacrée aussi. Il y a des pour les économistes. Enfin, je pense plus que vous. Non, c'est pas. Non, je pense que Simmel n'est pas lu non plus. Mais non, c'est un peu. Je suis économiste, donc ça tient un peu à mon propre parcours et aux rencontres un peu aléatoires. Mais vous avez raison. Depuis, je me suis un peu plus cultivé. Et je citerai beaucoup plus volontiers Bourdieu sur les questions que vous venez, justement, sur ce que vous venez de dire. D'abord parce que une chose qui est intéressante, c'est en effet cette proximité un peu scandaleuse du point de vue des économistes. Il faut bien comprendre que pour les économistes, les marchés financiers sont des marchés efficients. C'est-à-dire c'est des marchés dans lesquels il y a des vraies valeurs et elles sont produites, et c'est pour ça qu'on leur a donné le poids qu'ils ont. Ils sont censés nous donner tous les bons prix. Donc je veux dire, c'est pas peu de choses, c'est beaucoup de choses, hein, cette idée d'efficience. Et au contraire, effectivement, disons, le rapport avec les marchés de l'art est extrêmement intéressant, parce que là, en effet, les choses fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien, autant que je connaisse, excusez-moi, le marché de l'art que je connais pas très bien, mais disons, ce qu'on voit, c'est comment
se construit une interprétation. Et c'est comme sur les marchés financiers. Il faut que se construise une interprétation. Donc il y a des acteurs qui construisent des interprétations. Donc les agences de notation font partie de ce mécanisme, les analystes financiers, etc. Il se construit. Et donc, en effet, la proximité me paraît maintenant très éclairante et je l'utiliserai beaucoup plus. Et la seconde chose qui nous amène directement à Bourdieu, c'est que j'ai un peu étudié, autant que je peux le faire, son livre sur Manet. Et c'est donc ce que vous venez de dire, quoi. Je veux dire, oui, je comprends bien mieux que je le faisais à l'époque à quel point ce serait une référence intéressante, d'autant plus que dans le Manet, à la fois il y a l'idée, je dirais, conceptuelle de la nature de la valeur et des changements de valeur, et en même temps il y a une étude socio-historique, en quelque sorte, des facteurs qui font que se produise cette révolution symbolique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de proximité entre ce modèle et, par exemple, la révolution néolibérale, qui correspond, elle aussi, à un changement très profond de la valorisation des valeurs, quant à la notion de monnaie, quant à la gouvernance, quant à ce que c'est qu'une entreprise, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont très semblables, et qui, en effet, donc ce n'est pas une question, voilà, c'est plutôt une question de... vous avez compris, d'où je viens quand je pose ces questions qui sont... et je pense qu'en effet, je l'écrirai un peu différemment et j'utiliserai plus, enfin, en particulier le Manet. En ce moment, je travaille sur un livre sur la révolution néolibérale et c'est ce que je fais, en tout cas. Pour poursuivre là-dessus, parce que je travaille aussi sur les marchés, sur les biens culturels, et la question de la fixation de la valeur des biens culturels est importante. Enfin, ce que j'aimerais dire, c'est que les marchés des biens culturels, des biens symboliques, tendent aussi aujourd'hui à se conformer au modèle des marchés financiers dont vous montrez l'inanité. Enfin, le modèle du marché de l'art contemporain, ça devient un modèle où on va rechercher la liquidité, où on fixe, où il y a des bulles, qui est assez auto-référentiel aussi, et où il y a une contradiction qui existe dans tous les marchés des biens culturels, mais qui là devient non nécessaire, entre les croyances individuelles des gens qui ont intérêt à se porter sur ce marché, les galeristes, les collectionneurs, et puis la valeur produite par le marché lui-même. C'est-à-dire que finalement les meilleurs acteurs vont devenir ceux qui n'ont pas intérêt à avoir une opinion individuelle sur ces marchés. Et je trouve donc si on définit un dispositif empirique de travail sur des marchés bien symboliques, ce serait intéressant de tenir compte aussi de l'effet des théories économiques sur le fonctionnement du marché des biens culturels. Ouais. Non, mais en effet, c'est ce qu'on disait à l'instant, vous avez raison, c'est-à-dire ces marchés de biens culturels sont très intéressants pour interpréter les marchés financiers et vice-versa. C'est vraiment c'est quelque chose de tout à fait important parce que ce qu'il faut se demander aussi, qui n'est pas la question que vous vous posez, mais c'est comment est-ce que les économistes en viennent à penser à la possibilité d'une valeur objective des titres financiers. C'est ça qui est quand même un tour de force. Et comment est-ce qu'ils font ça ? Il faut bien le comprendre. Ils le font à partir d'une hypothèse centrale. Essentiellement, un titre financier, c'est un rapport au futur, puisque un titre financier, c'est des droits, des revenus, par exemple des dividendes ou des intérêts sur le futur. Donc un titre financier, c'est essentiellement, du point de vue conceptuel, un rapport au futur. Donc ça dépend, l'idée de la valorisation va être très étroitement liée à votre conception du rapport au futur. Et les économistes, c'est un truc absolument hallucinant, ont comme hypothèse centrale l'hypothèse que vous appelez hypothèse des états de la nature, ou qu'on peut appeler hypothèse probabiliste, c'est-à-dire que le monde n'est pas donné de manière déterministe, c'est-à-dire on ne suppose pas que chacun connaisse le monde, mais on suppose que le monde le futur peut être décrit comme une série d'alternatives sur laquelle tout le monde est d'accord et qu'on peut probabiliser. C'est ça l'hypothèse probabiliste. Donc il y a un rapport objectivé au monde au départ. C'est-à-dire qu'on suppose que le monde futur, ça peut être que 1, 2, 3, 4, avec les probabilités P1, P2, P3, P4.
Et donc, à partir de là, vous comprenez que tout devient simple, puisqu'on a supposé que c'était probabiliste et tout vient. Et donc, une des parties de mon travail, c'est hallucinant à voir ce jeu. Moi, excusez-moi, une petite digression. Je crois que parce que on est dans une situation, pour moi, qui suis économiste critique, qui est quand même une situation extrêmement critique. Hein. On a disparu du champ. Je sais pas, des profs ou des directeurs de recherche, il doit en rester 10 ou 12. Pour ça qu'on a fondé la FEP. Je veux dire, l'hétérodoxie étant... voilà, on est complètement laminé. Hein, je pense qu'une des raisons de notre faiblesse, c'est que la mathématisation, excusez-moi cette petite digression, mais la mathématisation de l'économie a fait que les sciences sociales se sont de moins en moins intéressées à l'économie, qu'ils considèrent tous comme une branche, disons, je sais pas, oui, c'est ça, de l'algèbre topologique, etc. Et donc, mais ça a eu alors que ce n'était, comme nous le savons, certains d'entre nous ici, que dans les années 70, par exemple, c'était pas du tout ça. Il y avait une réflexion sur la critique de l'économie politique qui était extrêmement vivace. Et à partir d'un moment donné, les économistes, en quelque sorte, se sont retrouvés entre eux et n'ayant plus ce regard critique des sciences sociales, je crois que le jeu des orthodoxes a été d'autant plus facile. Par exemple, sur ce type d'hypothèse. Enfin, c'est une hypothèse vraiment absurde de penser. Mais réfléchissez que ça paraît presque comme... je ne sais pas si vous me croyez d'ailleurs, mais que tout est fondé là-dessus. C'est-à-dire, vous prenez un livre de n'importe quelle finance néoclassique, ça commence par 3 lignes. Mathématiquement, c'est très simple ce que je viens de dire. Hein. Donc, ça prend 3 lignes. Et après, vous avez 200 pages de calcul. Mais tout repose sur ces lignes-là. Si vous abandonnez l'idée que vous pouvez probabiliser, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus d'évaluation objective, etc. Tout est fondé là-dessus. Donc, c'est vous dire que... je me demande comment mes collègues peuvent accepter ce... Et c'est vous dire que voilà, et ça tient. Malheureusement, il y a un truc qui est déclenché là-dedans, c'est l'idée de l'objectivité de la valeur auquel ils sont très attachés. Donc, si vous leur dites qu'on ne sait pas, que ça dépend de l'opinion, etc. Là, les économistes rechignent. Et c'est pour ça qu'il y a un texte que je pense vous connaissez, que j'aime beaucoup, c'est cette invitation de Durkheim par la Société d'économie politique en 1908, où il a traité du rapport entre les sciences sociales, c'est dans ses œuvres complètes, dans les textes, entre les sciences sociales et l'économie. Et il commence par dire, ah oui, c'est un sujet difficile parce que les sciences sociales, par exemple, la morale et le droit, c'est l'opinion, alors que l'économie, c'est les richesses, c'est l'objectivité. Donc il dit, oui, voilà pourquoi c'est difficile, et puis il prend un peu de recul et il dit, mais en fait, il n'y a pas tellement de différence quand il réfléchit, parce que il prend plein d'exemples, les goûts, le fait que les goûts varient, que par exemple le salaire minimum dépend de ce que vous pensez être l'état satisfaisant pour un homme, etc. Et donc il dit, mais non, pas du tout, il y a une part d'opinion aussi qui joue dans la valeur. Et vous verrez la réaction des économistes, pas du tout. Ces choses tout à fait simples qu'il avait dites, absolument banales, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a des réponses extraordinairement puissantes de Paul Leroy-Beaulieu et d'Edmond Villet, et qui disent non, la valeur est objective, il y a des lois objectives de la valeur, et c'est ce qui fait que l'économie est la reine des sciences, quoi. Donc il y a ce fondement... ce fondement conceptuel à la valeur qui est extrêmement important. Excusez, j'espère que ça rentre dans le débat. Oui. Moi je veux bien poursuivre, mais j'ai déjà pris la parole. En poursuivant sur cette idée de comparaison avec le marché de l'art, en filant la comparaison, finalement, selon vous, dans quelle mesure la monnaie est un bien symbolique, comme une œuvre d'art? Si on essaye de pousser un peu, et ça, évidemment on voit bien qu'il y a des différences, mais alors quelles seraient ces différences? Comment on pourrait... on voit bien que c'est pas la même chose quand même, alors elle serait où la différence en fait entre ces deux types de... Moi c'est-à-dire que pour répondre à votre question, ce que j'ai en tête immédiatement, c'est la différence elle-même qui existe entre les titres financiers et la monnaie. On pourrait dire aussi, en ayant la même intuition que ce que vous proposez, c'est-à-dire que les titres financiers et la monnaie aussi, c'est la même chose, pour les mêmes raisons.
En fait, il y a une différence. Il y a une différence qui tient au fait au caractère fondateur de la monnaie par rapport au titre financier. Parce que c'est la monnaie qui authentifie la valeur. Elle authentifie la valeur, c'est-à-dire ce que veut dire ce que veut dire 1 euro, sans lesquels il n'y aurait pas de titre financier. Ils ont besoin d'avoir une représentation au départ de la valeur. Alors c'est très étrange ce jeu-là, parce que en même temps, le capital financier, il n'aime pas la monnaie. La monnaie, parce que la monnaie, c'est le gouvernement, c'est la politique, etc. Donc la finance a une espèce de volonté de pouvoir se défaire de la monnaie et de créer elle-même, en quelque sorte, sa propre monnaie. Il y a quelque chose de ça dans la circulation monétaire. Mais là où ça coince profondément, et je ne sais pas après, vous réfléchirez, je n'ai pas la réponse tout à fait à votre question, là où ça coince profondément, c'est que la monnaie est l'unification de l'ensemble du corps social, et pas les titres financiers. Vous ne pouvez pas payer votre baguette avec un titre financier. Donc il y a quelque chose dans la monnaie qui est beaucoup plus profond, parce que elle touche à l'ensemble des acteurs, à la fois les salariés et les capitalistes. Et donc c'est une croyance beaucoup plus basique, enfin dans la hiérarchiquement supérieure, quoi. Et là, ça fait une différence. Pour répondre à votre question, ce serait, on peut peut-être dire que c'est un bien symbolique, mais alors un bien symbolique très fortement perçu comme tel par toute la société. C'est un unificateur à unifier. Oui. C'est un peu comme ces trucs dont on parle Durkheim et Mauss, c'est une catégorie de l'entendement qui sont constitutifs d'une société, qui sont au principe du conformisme moral, du conformisme logique, un peu comme un langage, quoi. Bon, la valeur des œuvres littéraires est éminemment variable, mais il faut encore qu'il y ait la langue, quoi, parce que sinon on est perdu. C'est ça, quoi. ouais. Quelque chose de cette Quelque chose nature. de ce genre-là. Ouais. Alors il y a une proximité qui est le fait que les deux sont des valeurs socialement construites à travers des interprétations, des croyances. Mais il y en a une qui a une portée, et qui a un caractère d'affectation du corps social qui est beaucoup plus puissant que l'autre, qui correspond à des sous-groupes. Mais il y a toujours une lutte. En fait, si je vous comprends bien, vous avez une approche, malgré tout, enfin, si votre référence à Durkheim le montre peut-être, un peu fonctionnaliste de la monnaie. C'est plus la fonction de transparence, etc., mais c'est la fonction, il y a des présupposés anthropologiques, c'est-à-dire la monnaie, ça serait ce qui ferait du lien dans un monde fragmenté, ou alors qui permet d'accéder à l'universalisme et à la puissance universelle, comme s'il y avait des choses qui étaient assez constitutives du social, non, je trouve. Non, je dirais, non, au contraire, je dirais au contraire pour deux raisons. D'abord parce que, par rapport à l'universalisme, c'est le contraire de l'universalisme. Hein. C'est des trucs produits historiquement par des groupes sociaux avec toute leur relativité. Parce que cette théorie, elle est intéressante, parce que dans cette théorie, c'est quoi une crise monétaire? C'est toujours une crise de la croyance collective, c'est une crise de l'unité monétaire. C'est les acteurs préfèrent une autre monnaie. Alors, par exemple, ça donne lieu à la spéculation, ou bien ça donne lieu à, quand on avait de l'inflation, ça donne lieu à l'indexation. C'est-à-dire que les acteurs ne pensent plus que ça représente la valeur. Alors, par exemple, le phénomène d'indexation, vous savez, c'est bien ça. Et toutes les indexeurs sont des espèces de valeurs concurrentes qui commencent à naître. Et souvent, d'ailleurs, il y a des exemples historiques qu'elles deviennent elles-mêmes monnaie. Donc non, elle n'est pas du tout, je dirais, de ce point de vue-là, elle est très social-historique. Et alors, justement, sur cette question de fonction, parce que ce qui me... Comment dire moi, mon grand cheval de bataille, c'est de dire que elle ne répond, comment dire, elle constitue son monde, en quelque sorte. Elle constitue son monde. Et c'est pour ça qu'elle est si étrange, la monnaie, parce qu'elle produit un monde de désir de la monnaie, mais qui est justement, dont la fonctionnalité... prenons Aristote, justement. Aristote exprime bien ce qu'est le rapport à la monnaie. C'est une étrangeté, en quelque sorte. Il y a quelque chose d'étrange dans le désir de monnaie, qui
qui d'un seul coup se propage, est contradictoire avec un certain nombre de rapports sociaux existants. Donc moi, mon sentiment, c'est plutôt celui-là, c'est plutôt d'une force face à laquelle la société est dans un état d'embarras. Et je crois que s'il y a eu des théories de la valeur, c'est pas pour rien, c'est que le rôle de l'économiste, fondamentalement, c'est de donner un sens au désir de monnaie, et donc d'inventer la valeur. Et l'invention de la valeur, c'est d'ailleurs, vous le noterez, c'est toujours un peu un acte dans lequel vous dites il y a des choses qui ont de la valeur et d'autres qui n'ont pas, alors qu'elles ont toutes de la valeur. Par exemple, les économistes ne considèrent pas que les biens culturels sont des marchandises. Donc quand vous prenez les grands textes, même chez Marx, les grands textes, on enlève la marchandise. Il y a donc, c'est une opération un peu de classification qui essaye de faire un monde un peu harmonieux par rapport à la réalité du monde où on sait qu'on achète n'importe quoi, ou non, ça c'est pas vrai, mais où il y a des forces qui peuvent faire que beaucoup de choses se marchandisent. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Alors ça, si on devait trouver le terme, c'est cette idée d'une énergie sociale. C'est celui-là qui me fait le plus, qui me touche le plus, parce que souvent quand je critique, quand je pense, alors ça vaut ce que ça vaut, mais puisque nous discutons entre nous, c'est que quand je critique la théorie néoclassique, ce qui me paraît toujours un peu étrange, non seulement l'idée que les préférences sont exogènes, enfin vraiment c'est n'importe quoi, mais aussi le fait que l'économie, ça serait le désir d'utilité. Ça me paraît être d'abord en plus le désir d'utilité chez les néoclassiques, c'est l'utilité, enfin je veux dire c'est pas du tout maniaque, c'est quelque chose de très doux, très ça c'est utile et ça c'est utile. Donc dans le monde de l'utilité, tout peut se négocier. Il n'y a pas de monomaniaques qui disent moi je veux ça. Ça c'est pas possible dans ce monde-là, hein, parce que sinon s'il dit je veux ça, le truc s'écroule. Donc c'est cette idée donc que le désir d'utilité me paraît être un ressort non pas faux, mais un ressort bien faible pour expliquer ce qu'est l'énergie de nos sociétés, qui est plutôt le désir de monnaie avec cette espèce de violence incroyable, et vraiment incroyable. Et j'imagine, justement, Simmel essaye d'y travailler, quoi. Vous pensez la ruée vers l'or, enfin le rôle de l'or, le rôle des métaux précieux a été... voilà, c'est plutôt ça, c'est pas la fonction, c'est l'énergie. Alors vous allez avoir immédiatement la question, quand on a ça, c'est de se dire, mais quand même, on ne désire pas la monnaie pour elle-même. Non, on ne désire pas la monnaie pour elle-même. La monnaie, dans mon système, n'est ni désirée pour ses liens avec la religion, elle n'est pas une religion, même si elle entretient des liens historiques, qui fait qu'il y a des continuités, mais elle est toujours un pouvoir, en même temps, elle est désirée parce que nous sommes dans un monde de marchandises, en même temps. Mais ce n'est pas les marchandises qui sont désirées, c'est la monnaie en tant qu'elle exprime le pouvoir de contrôle sur le monde des marchandises, mais un pouvoir indéfini. Pouvoir d'achat, c'est bien. Pouvoir d'achat. Ouais. On trouve ça c'est quand, en lisant Mauss, vous savez, où il a à un moment donné, sur l'origine de la monnaie, il le compare au talisman, au départ, en disant que c'est le talisman qui était les premières monnaies. Et j'avais jamais pensé à cette idée que c'était un pouvoir d'achat, et dans sa phrase il dit oui, ça donne une puissance d'acheter, et d'un seul coup je me suis rendu compte que pouvoir d'achat, c'était pas ce truc plat dont on entend parler, mais que c'était un pouvoir d'achat. Et en effet, la monnaie, c'est une puissance qui permet d'obtenir tous les biens. C'est un vrai pouvoir d'achat. Un pouvoir sur le temps. Ouais, sur le temps et les choses. Il y a des développements là-dessus chez Bourdieu dans les méditations pascaliennes, justement. Pouvoir comme pouvoir sur le temps. Oui. Parce qu'au fond, il y a cette espèce d'effet de différement aussi. On n'a pas besoin des marchandises tout de suite, mais un jour peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des études historiques ou anthropologie qui étudieraient des sociétés? Quand est apparue la monnaie, est-ce qu'il y a des études, ça serait une autre manière de comparer? Qu'est-ce qui apparaît, comment se transforment les sociétés avec l'apparition de la monnaie, et avec une monnaie
peut-être type plus classique, est-ce que c'est la même chose, un talisman et la monnaie dont vous parlez? Je sais pas. Enfin, est-ce que ça a été étudié, je suppose? Oui, alors, mais oui, ça a été très étudié et il y a beaucoup de réponses très diverses sur cette question. Je vous donne juste la mienne. C'est que la monnaie, c'est-à-dire j'ai travaillé justement dans un livre qui s'appelle La monnaie souveraine avec des historiens et des anthropologues. Et un des anthropologues, c'est un anthropologue de Mélanésie, qui s'appelait Daniel de Coppet, parce qu'il est décédé, et qui avait beaucoup étudié les monnaies chez cette tribu qu'il a étudiée, qui s'appelle les Aréarés. C'est une tribu mélanésienne. Et la thèse que nous avons un peu développée grâce à lui par rapport à cette idée des monnaies primitives, c'est que quasiment toutes les sociétés ont des monnaies. Mais c'est pas du tout des monnaies comme les nôtres. Hein. C'est quoi leur caractéristique? C'est que c'est des, comme il disait, c'est des représentations du collectif, c'est des formes de totalisation sociale, de la totalité sociale qui se retrouve dans la monnaie. Chez les Aréarés, pour être clair, un des grands rôles de la monnaie, c'est le jour, la croyance principe des Aréarés, c'est la croyance dans les ancêtres qui sont partout présents, c'est-à-dire les gens morts de mort naturelle, et l'ancestralité, c'est ce qui constitue leur univers conceptuel et moral. Et l'ancêtre se constitue à partir du jeu sur les monnaies. Le jour où un homme meurt, chacun amène des monnaies en fonction que c'est des monnaies de coquillage, en fonction de ce qu'il pense lui devoir, et on rassemble les monnaies, et à la fin de la journée, la totalité des monnaies est énoncée, et il accède à l'ancestralité. Et ce que montre Daniel de Coppet, c'est que voilà, c'est cette idée, il y a une certaine hiérarchie de valeurs chez les Aréarés, et que la monnaie est la valeur essentielle, parce que c'est la valeur de la totalité sociale. Et il y a un exemple extrêmement intéressant qu'il donne, c'est qu'il y a un Aréaré qui va en Angleterre, qui devient prêtre anglican, et qui retourne chez les Aréarés, et qui essaye de les convaincre, de les convertir au catholicisme, au christianisme. Et pour essayer de leur faire comprendre ce que c'est Jésus-Christ, il les compare aux monnaies. Il dit Jésus-Christ, c'est comme les monnaies, avec cette idée que la monnaie renvoie à la communion du corps social entière qui forme totalité. Et ce qui évidemment pour nous est complètement blasphématoire, mais il y a cette idée de constitution. quand même. Oui, il y a des liens, c'est intéressant, oui. Et donc il y a cette idée, voilà, et quand on regarde les monnaies primitives, elles ont souvent ce rôle-là des totalités sociales, et donc jamais on les trouvera pour faire circuler les biens, ça n'existe pas, les biens, c'est utilisé pour des relations sociales très hautes dans la hiérarchie de valeurs, qui sont soit des tribus, soit l'achat des femmes, etc., qui constituent la société. Les rapports sociaux fondamentaux sont liés aux formes monétaires, mais pas aux formes... Et je crois que ça, c'est intéressant parce qu'en effet, la monnaie moderne a gardé cette dimension collective, mais elle a pris un autre sens puisque c'est devenu la monnaie du capitalisme, et donc elle est ambivalente. Chez les Aréarés, penser une société sans monnaie, c'est le chaos total, c'est la fin, la perte des repères, c'est impensable pour elle. Mais et je trouve que dans l'histoire économique de Max Weber, qui est confirmé par beaucoup d'autres auteurs, de dire que le premier rôle des monnaies, c'est d'être des moyens de paiement du type sanction, dot, Vergelt, etc. Jamais dans les marchandises. Et on voit bien que c'est des moments d'institution de la valeur. Quand entre deux clans, il y a eu un litige, qu'un des deux a tué l'autre, passer de la monnaie, c'est bien une expression de la valeur. Donc il y a bien beaucoup de choses je trouve, c'est pour ça, de cette théorie de la monnaie que je défends, l'idée de totalisation sociale, d'expression, d'objectivation de la valeur, qu'on retrouve dans un tout autre contexte dans les monnaies primitives. Et ça explique aussi une espèce de paradoxe qui sont, vous connaissez bien sûr les systèmes d'échanges locaux, dans lesquels ces groupes anticapitalistes, très souvent, constituent des communautés. Et ça pourrait être quand même assez paradoxal de se percevoir qu'un des actes premiers de ces communautés, c'est de créer des monnaies. Car on parle souvent de troc, mais c'est quasiment jamais du troc, c'est toujours des échanges monétarisés à travers un centre.
Et donc on pourrait se dire, comment se fait-il que des groupes qui luttent contre la monnaie capitaliste se constituent à partir d'une représentation monétaire? Et la réponse est donc celle que j'indiquais, c'est-à-dire que la monnaie est double, et que, évidemment il ne le théorise pas comme ça, mais que la monnaie est double, et que donc il y a cette idée de collectif qui réapparaît, même dans des gens qui s'opposeraient à la monnaie du capital, quoi, pour aller vite. Alors, est-ce que vous pensez que le Bitcoin est une monnaie? Non, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Alors, Ouais, le Bitcoin, comment? c'est quoi le... Ah, le Bitcoin, c'est une chose qui fait l'actualité en ce moment. C'est une monnaie, donc c'était présenté comme ça, qui a été inventée par des informaticiens. Au départ, alors je ne vous décris pas le système parce qu'on n'a pas le temps, je ne le comprends pas totalement, il est très compliqué. C'est un système décentralisé. Voilà. Et donc, une des interrogations, c'est si on se demande si le Bitcoin est une monnaie, par exemple, comme serait la modèle des sels. Je ne le crois pas parce qu'une des particularités des sels, si vous avez suivi mon raisonnement, c'est qu'elles sont liées à des fortes identités collectives. Les sels, hein, c'est souvent lié à des identités régionales, idéologiques, etc., qui constituent la croyance de la monnaie. Le Bitcoin a un peu cet aspect-là, puisque c'est en quelque sorte la grande communauté d'Internet. Donc il y a un peu une chose là, mais c'est bien plus flou, la communauté d'Internet, etc. Et en fait, si on regarde un peu, mais en fait, c'est essentiellement pas pour des échanges, c'est pas une monnaie comme les sels qui vont chercher à faire des échanges, c'est une monnaie essentiellement spéculative. C'est-à-dire que comme on ignore sa valeur, il y a tout un jeu spéculatif sur la monnaie. Donc je dirais que le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie parce que son emploi premier, c'est un emploi spéculatif et ça n'aide pas. Il y a plein d'autres monnaies qui feraient bien mieux que lui. Ça n'aide pas à faire des achats sur Internet. Il y en a plein d'autres qui le parlent. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment une vraie monnaie. C'est pas. D'ailleurs, ce collectif paraît un peu. Oui, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de référence à l'État, il n'y a pas de banque. Oui, mais enfin chez les sels non plus. Mais vrai. Mais il n'y a pas de référence au collectif, quoi. Donc c'est un truc spéculatif. Un peu bizarre, mais... Bien, écoutez, nous avons poursuivi les questions jusqu'à tard dans ce début de week-end. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. J'étais très heureux de ce débat. Alors oui, je ne pense pas que ça sera aux États-Unis le succès de Piketty. Il se trouve que j'ai le bureau en face de Piketty, donc je vois défiler tous les jours des journalistes. Et voilà, peut-être qu'il y a un peu de jalousie dans mon propos, mais Ah, c'est ton jamais. un